Notre programme qu'on a conçu nous au Centre régional du livre et de la lecture, il s'appelle De l'auteur au lecteur, la rencontre avec le livre. Il propose aux classes participantes, donc on avait 2 classes cette année sur la région, de rencontrer un écrivain contemporain qui réside en région Hauts-de-France. Le but de ce projet, c'est que les élèves s'emparent d'un texte littéraire contemporain, qu'ils lisent l'auteur, qu'ils le rencontrent, qu'ils l'interrogent et qui s'approprient aussi son œuvre. Alors pour cela, en fait, on propose aux élèves de sélectionner des extraits de textes qui leur ont plu et de les mettre en voix, de travailler sur la lecture à voix haute. Parce qu'il nous semble qu'il est très important aujourd'hui de travailler sur la lecture et la compréhension des textes, à la fois à l'oral mais aussi à l'écrit. Quand on aime la littérature, on est des défenseurs du texte littéraire, et quand on aime un texte, et quand on est médiateur, on essaye de tout faire pour que les textes circulent et passent de main en main. C'est l'objet de mon métier, et c'est aussi ce qu'on essaie de transmettre aux élèves, qu'ils se fassent des passeurs de la littérature et du texte littéraire. Et donc on leur a proposé d'organiser cette rencontre ici à la Comédie de Picardie, que je vous remercie vivement de nous accueillir et de nous prêter ces locaux, d'organiser une rencontre littéraire pour transmettre les extraits, transmettre à un auditoire les extraits qui leur ont plu. Et surtout, alors, je remercie vraiment vivement les élèves de la classe de première L, sans qui ce projet et cette soirée n'auraient pas été possible. Ils ont vraiment fait un travail formidable et je veux vraiment les remercier. Et, je vous propose déjà dès maintenant de les applaudir parce que c'était un beau travail toute l'année. Le 21 mars 1918, un grand fracas d'obus et de mitraille déchire le petit jour sur le front de la Somme. 50 divisions allemandes se lancent à l'assaut des lignes britanniques et françaises avec le fol espoir de faire, après 44 mois de guerre, la percée décisive. Les Allemands emploient leurs Sturmtruppen, petits groupes autonomes qui réduisent les défenses pour le gros de la troupe qui occupera ce qui aura été conquis. Au fond des tranchées, on s'embroche à coups de baïonnettes, on se tabasse au marteau, à la masse d'armes, aux manches de pioche, on détruit fortins et bunkers, à l'explosif et aux lance-flammes. Il faut avancer vite et on ne fait pas de prisonniers. Ce matin-là, vous ne dormiez pas. Depuis la veille au soir, votre régiment roulait vers son nouveau point de stationnement, un endroit où l'on vous débarquerait pour monter à l'assaut d'un réseau de tranchées ou d'une redoute ou bien encore d'un village en ruine hérissé de défense. C'est ce qu'ont réservé au 156e corps d'attaque et à vous, sous-lieutenant Joël Bousquet de la 3e compagnie du 1er bataillon, parce que vous êtes le spécialiste des missions difficiles. Il fait beau, vous marchez au milieu des bleuets et des coquelicots qui font sur les immensités d'avoine et doublé des taches vives et presque joyeuses. Vous atteignez sans heurts vos positions, retranchées derrière un talus. Puis, les obus commencent à pleuvoir. Les soldats ennemis arrivent, ils sont beaucoup plus nombreux que vous et leur feu est terrible. Bientôt, vous voilà encerclés sur 3 côtés. Certains de vos hommes, cédant à la panique, s'enfuient. Vous vous levez en hurlant afin que votre voix couvre un instant le vacarme de la mitraille et du canon, leur intimement l'ordre de retourner à leur position. Depuis quelque temps, je suis contraint d'utiliser régulièrement mon fauteuil électrique lorsqu'il me faut marcher plus de 200 mètres ou que je dois me demeurer debout. L'utilisation de ce fauteuil constituait pour moi une avancée, un regain d'autonomie, et le système motorisé qui me permet de le charger seul dans le coffre de ma voiture me conférait la liberté d'aller où bon me semblait en solitaire. Je pouvais enfin imaginer mes déplacements sans la servitude du handicap. Et puis voilà que le destin vous prive d'une bonne partie de votre corps, ne vous laissant qu'une paire de bras et une tête confuse, confite de regret un jour, pleine d'espoir un autre, n'ayant de cesse de bourdonner d'interrogation. Invalide, handicapé, mis dans un fauteuil pour sortir au soleil, à votre tour d'être mordu. Vos journées s'écoulent de plainte en plainte, d'épreuve en épreuve, et vous redoutez celles qui reviennent de jour en jour, comme ce fin et long tuyau de plastique qu'il faut introduire dans votre verge et pousser jusqu'à
jusqu'à votre vessie pour qu'elle se vide, comme vos selles qu'il faut évacuer avec les doigts et vos membres tordus qu'il faut détendre. D'autres souffrances s'invitent de façon plus irrégulière. L'infection rénale, les escarres, les crampes, le mal de tête. Et puis les maux de tout un chacun. La grippe, la bronchite qui dure parce qu'on respire mal, l'arthrose. En 1918, à 21 ans, il n'y a plus d'homme-chien. Il n'y a plus qu'un homme vibrant d'espoir dans une charrette ridicule. Un homme petit et sale qui rêve de pouvoir à nouveau courir su à de méchants chevaliers du Nord. J'ai beaucoup lu Joe Bousquet, j'ai lu ses correspondances, j'ai lu ses œuvres complètes, et ça a duré 18-20 mois, et après 18-20 mois, j'ai commencé à écrire. Et le processus d'écriture a duré 5-6 mois, mais avec vraiment une période très dense, pendant laquelle j'ai écrit de manière très intense. Est-ce que vous vous identifiez à Joe? Est-ce que je m'identifie à Joey? D'une certaine façon, oui. Je m'identifie à lui parce que j'aimerais bien avoir son courage et puis j'aimerais bien avoir son talent aussi. Et je m'identifie à lui parce que moi-même j'ai mes propres difficultés, donc quelquefois je retrouve dans ses lignes des descriptions de ce que moi je peux ressentir. Et puis ça s'arrête là parce qu'on est quand même deux personnes très différentes qui vivent à des époques différentes, dans des régions différentes, dans des contextes différents, donc on est à la fois très proches et très éloignés. Comment vivez-vous la lecture de votre texte? J'ai vu à un moment donné, justement, je pense à l'épisode de Madame Chambier, un sourire sur votre visage, il y a des évocations qui... Oui, bien sûr. Déjà, je suis très fier de voir tous ces jeunes gens s'emparer de mon texte comme ça et de lire quelque chose dont j'ai le sentiment qui m'est étranger, parce qu'une fois qu'on a terminé un livre comme ça et qu'on le donne au lecteur, on a vraiment l'impression qu'il est détaché de soi. Et là, de le reprendre en plein visage, en quelque sorte, par ces lectures successives, et puis par le fait que ce soit des jeunes voix, et puis qu'il y ait toute cette histoire qu'on a racontée sur l'appropriation du texte par les élèves, par le fait qu'ils l'aient travaillé, qu'ils en aient fait quelque chose d'autre, un livre audio, ça m'émeut beaucoup, et puis ça me réconforte aussi dans mon métier d'auteur, de me dire que écrire, ça peut aussi conduire à des expériences comme celle-là, et ça, c'est vraiment très positif. Et puis d'entendre redit mon texte, quelquefois, alors ça va être absolument pas modeste ce que je vais dire, mais quelquefois je me dis, tiens, c'est quand même pas mal. Et puis tout de suite, il y a ma conscience judéo-chrétienne qui revient et qui me dit, tu ne peux pas dire ça, c'est pas modeste. Mais c'est marrant, c'est marrant, oui. Est-ce que ça vous a aidé dans votre développement personnel plutôt? Dans le sens où, je suis à un âge où mon développement personnel, il est un peu derrière moi. Dans le sens où, après son invalidité, il a commencé à écrire, à envoyer des lettres, à fumer de l'opium. Moi, ce que j'ai appris de l'invalidité, j'ai beaucoup appris de l'invalidité, parce que ce que j'ai appris, c'était que... Alors c'est un truc vraiment bête, mais grave et pas crête, mais que je n'avais pas compris. C'est que la vie, il faut la vivre. Et il faut la vivre pleinement. Et jusqu'à ce qu'on m'annonce que j'étais malade, moi j'étais dans une vision de la vie où pour moi la vie c'était la carrière, le travail, l'ambition, avoir une plus grande voiture, gagner plus d'argent. Et tout d'un coup je me suis rendu compte que ça a été difficile, ça a été un processus long et douloureux, mais que c'était pas ça la vie. C'était pas ça. Que la vie c'était ce qu'on fait là, c'est se rencontrer, c'est discuter, c'est passer des moments ensemble, c'est essayer de construire quelque chose en commun. Et que c'était vraiment ça l'important dans l'existence. C'était pas avoir une grosse voiture ou avoir gagné beaucoup d'argent. Alors c'est certain que ça aide, mais c'est pas une fin en soi. Et comme je le dis souvent, je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'il y a 15 ans quand j'étais bien portant. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la vérité. Enfin, ma vérité. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vous propose simplement de repartir un petit peu dans la lecture. Et de toute façon, si vous avez des questions en retard, il y aura une autre pause pour discuter de l'œuvre. On reprend.
Les musiciennes sont prêtes? Marthe, sans le savoir, vous ressuscite. Elle vous tire du néant et vous ramène parmi les vivants. Vous ressentez pour elle ce que vous n'avez encore jamais éprouvé pour une femme. Car, de conquête en conquête, vous aviez fini par devenir un tombeur de salon, une mécanique vide de toute émotion, pourchassant plus que séduisant, des proies qui venaient compléter un tableau de chasse. Et lorsque sont venues la guerre et la violence déchaînée, elles ont aboli en vous toute mesure. Votre rapport aux femmes s'est réduit au sexe, et de la manière la plus brutale qui soit. À chacune de vos permissions, avec 4 ou 5 de vos hommes, vous investissez un hôtel de passe pour y dépenser votre solde en prostituées et en cocaïne. À ce stade, la femme a perdu toute humanité. On la manipule à son gré, on lui fait subir toutes les violences sans que cela n'émeuve, et elle n'est, en fin de compte, que le déversoir de son sperme quand on le veut et où on le veut. Qu'importe, vous êtes certain de mourir, certain de ne plus pouvoir échapper à la grande boucherie dont le hachoir tourne jour et nuit, et qui attend de saisir un bras, une partie de votre visage, vos jambes pour les mettre en charpie et les servir au grand buffet de la guerre. Vous êtes ce que l'époque est devenue, sang, mort et violence, dans la boue et l'immondice. Dans l'après-midi, c'est le père Boudard qui vous donne pour instruction d'aller vous poster près de la route de Vailly et de tenir votre position coûte que coûte. Il sait qu'en vous donnant cet ordre, vous vous engagerez au-delà du possible, et que coûte signifie pour vous jusqu'à la mort s'il le faut. La balle vous frappe, vous tombez. On vous ramène au poste de secours. On informe le capitaine Boudard que vous êtes blessé, mort peut-être. Les obus pleuvent, les Allemands continuent d'avancer, mais ils quittent tout pour venir à votre chevet. Vous pensez avoir failli, d'avoir reculé. Vous pensez l'avoir déçu, et ce sentiment vous déchire le cœur. Vous le lui dites d'une voix saccadée, moitié douleur, moitié sanglots. Il vous écoute sans rien dire jusqu'à ce que le silence se fasse. Après un long moment où sa main n'a pas lâché la vôtre, il se penche doucement vers vous et dépose sur votre bouche un baiser. Un baiser chaste et léger, tout de compassion ecclésiastique et de passion platonique à la fois. Puis, toujours sans un mot, il se lève et vous quitte. Le lendemain matin, la compagnie du capitaine Boudard est prise dans une embuscade sur le bord de la mer. Les combats sont extrêmement violents. On en vient au corps à corps. Un coup de crosse sur le crâne l'assomme et il est jeté dans la rivière où il est englouti par les flots. On ne retrouva jamais son corps. Vous, l'invalide, l'hémiplégique, L'impuissant, on pourrait croire que l'amour physique vous est interdit. et l'amour n'est pas que sexe. Et le sexe n'est pas question que de phallus. Vous ne vous êtes pas résigné, et vous n'êtes pas devenu un de ces amoureux qui s'abîment dans une contemplation spirituelle de l'aimer, dans une exclusivité de l'esprit sur le corps, où l'âme toucherait au plaisir sans que la chair ne s'anime. Vous n'êtes pas un romantique contemplatif. Vous ne pratiquez pas une chasteté romanesque pour sublimer vos passions. Et si votre phrase parfois s'envole au détour d'une lettre d'amour, elle n'atteint le ciel que pour mieux s'incarner. Car peu importe la manière dont l'amour s'incarne, et peu importe l'altérité sexuelle, il n'y a pas d'hétéro ou d'homosexualité. Il n'y a que des êtres qui s'aiment et qui éprouvent cet amour dans leur chair, intensivement vivant. Vous êtes à Villalier lorsque se produit l'inconcevable, l'inacceptable. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes entrent en Pologne. Le 3, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Cette escalade soudaine et le cataclysme de la guerre vous laissent pantois. La guerre. Votre esprit s'enflamme d'images de tranchées, de corps mutilés, de combats à main nue et de bombardements d'artillerie. De votre mémoire jaillissent des souvenirs oubliés, terribles, des souvenirs de vous tuant, massacrant, sans pitié, achevant des blessés au fond d'un boyau rempli de cadavres. La guerre vous ramène à l'homme que vous étiez, sauvage et cruel, et vous vous dites alors que cet homme-là, il est l'humanité tout entière, elle qui ne peut se passer de se déchirer à intervalles tellement réguliers. L'homme est un animal, et son intelligence le rend plus cruel
cruels encore que ceux dont seul l'instinct est le moteur. Il n'apprend pas de ses défaites et son envie de vaincre n'est pas rassasiée par ses victoires. La maladie m'a volé mon corps. Elle m'a volé tout ce qui faisait de moi un esprit agissant. Elle m'a volé ma capacité à me mouvoir dans le monde sans même y songer. Quand le cerveau ordonne et que muscles, os, tendons et articulations s'exécutent. Aujourd'hui, plus rien n'est naturel. Tout est à prévoir, à envisager sous tous les angles. Du plus petit mouvement, de la main à la marche. Plus d'équilibre, plus de coordination spatiale. Les mains se gênent, l'une l'autre. Les pieds traînent sur le sol et manquent de plusieurs centimètres l'objectif qu'on leur assigne. La moindre modification dans cet édifice bancal fait vaciller tout l'ensemble. Un mal de ventre, un genou qui coince, un peu de fièvre et tous mes repères sont perdus. Il faudrait apprendre aussi vite que possible à diriger cette branlante machine. On dira que je suis courageux, ou bien on me dira stupide de garder pour moi ces choses qui parfois étouffent. Ce qu'on dira m'indiffère. Je suis un homme et j'essaye d'être à la hauteur de cet état. Longtemps, j'ai fait des statistiques, évalué le nombre de chances que j'avais d'être frappé par un tel désastre. Et devant le résultat sans cesse renouvelé, j'ai maudit le sort. Une chance sur plusieurs centaines de milliers, une chance sur 1 million, 10 millions, 100 millions. Au final, qu'est-ce que ça change? Un homme qui pourrit sur un fauteuil, voilà ce que je me disais, il ne reste qu'un homme qui pourrit sur un fauteuil. Au fur et à mesure que mon corps me lâchait, je devenais amer, coléreux. Mes proches, ma femme et mes enfants, tous m'étaient insupportables avec leurs mouvements sans heurts, leurs démarches fluides et assurées, et leur mine de bonne santé. J'étais bien près de sombrer, quand mon meilleur ami s'est donné la mort. Ce fut une dévastation dont les mots ne disent rien. Alors, je dois le reconnaître, la vie m'a tendu la main. Une part de moi, forte, vigoureuse et brillante, insoupçonnée, a sonné le réveil. Ce fut une lente maturation. Peu à peu, j'ai envisagé mon existence d'un œil nouveau. J'ai envisagé les journées comme des moments à vivre. J'ai appris à accepter ce qu'on m'offre le jour qui vient. Il y aura des bonheurs et des malheurs, qui n'en a pas? Tout cela a un sens. Cela ne me rassure pas plus que cela ne m'inquiète. C'est une constatation qui s'impose. Trop d'événements, de rencontres s'agencent en un tout qui forme pour moi une destinée, petite et à ma mesure. Une route se forme qu'il me faut simplement suivre, sans résister, sans me plaindre ni me réjouir trop vite. Et sur cette route, il y a une autre belle rencontre, cher Joé. Vous m'avez charmé, vous m'avez attrapé dans vos lignes, vos mots, vos vers et vos phrases. Faites connaître auprès de nous le détour d'un projet qui nous a été confié. De l'auteur au lecteur. Nous avons d'abord lu votre livre, Joé. Pour peu que l'on se laisse porter par votre prose, L'expérience est saisissante. Puis, par un froid matin de janvier, nous nous sommes rencontrés. Quelle surprise ce fut pour nous, lycéens. Plus habitués à travailler sur des textes d'auteurs que nous ne rencontrerons jamais. Découvrir un vrai écrivain. En chair et en os. Ici et maintenant. Bien présent et disposé à répondre lumineusement à toutes nos questions. Vous avez parlé comme à des individus. En faisant en quelque sorte abstraction de notre âge et nous révélant notre essentielle humanité. Votre parcours, lui, nous séduit automatiquement. De lecteur à auteur, lorsqu'en 2010, vous décidez de vous adonner entièrement à l'écriture. abandonnant la direction de l'historial de Péronne. Une expérience enrichissante qui vous fit rencontrer Joé une première fois. Pour mieux le retrouver quelques années plus tard. Ce projet nous a permis de tous nous rassembler, de tous nous unir. Nous y avons mis tout notre cœur car pour nous, ce fut plus qu'un projet. Ce fut une incroyable expérience. Et une magnifique découverte. L'écrivain comme l'homme. Que nous devons tout. Car sans vous, sans votre livre, rien de tout cela n'aurait pu voir le jour. Pour tout cela, Guillaume, car nous avons l'impression de bien vous connaître aujourd'hui. Pour tout cela, merci.